le 27 mai dernier. On en avait parlé ensemble le 27 mai dernier. D'ailleurs, on avait fait connaissance à ce moment-là. Et c'était une heureuse rencontre parce qu'on a parlé effectivement de ce sujet qu'est l'entrepreneuriat enfin, voilà, de l'expérience, j'allais dire, humaine et territoriale qui a été réussie avec Luc, ici présent. Dans le secteur de la maîtrise de l'énergie et de la stratégie bas carbone, ça, je pense que Luc, Isabelle, vous reviendrez dessus en présentant le développement d'Oxygène. Et donc, un dispositif d'intrapreneuriat qui s'avoue être pertinent et qui a été mis en place et incubé au sein d'ERAM. Donc, c'est ça qui nous a donné l'idée, Isabelle, de effectivement en faire un levier pour les autres, Oui, un levier pour la communauté, et d'expliquer un peu plus ce que c'est que l'intrapreneuriat et qu'est-ce que ça peut apporter à la fois et surtout à la personne et au salarié qui est comment dire, impliqué dans le dispositif. Donc, Luc, tu vas pouvoir parler de ta mutation. Et c'est ça, je pense, qui est très important en termes d'attractivité sur la marque employeur. C'est comment une personne au sein d'une entreprise, salariée au départ, peut, à travers l'incubation d'un projet, devenir quelqu'un d'autre et faire corps autrement avec la marque, le groupe et l'entreprise. Donc voilà, donc, en quelques mots, voilà, moi je vais revenir sur les grands enjeux de l'intrapreneuriat assez rapidement. De toute façon, vous retrouverez tout ça dans le compte-rendu. Et après, je vous passe la parole. Et l'idée, c'est que vous soyez toujours avec comme fil rouge cette idée de levier d'attractivité, de l'intrapreneuriat au service d'eux, et que vous puissiez faire écho à ça. L'intrapreneuriat, en quelques mots, bon, la plupart d'entre vous le connaissent, mais c'est toujours mieux quand c'est rappelé. C'est une démarche qui concerne les salariés d'une entreprise qui développe une initiative ou un nouveau projet pour répondre à des besoins de terrain ou des besoins stratégiques de l'organisation. Et l'organisation met en place pour ses salariés un dispositif qui passe par de l'autonomie et un accompagnement ou un financement d'un projet qui peut devenir une entreprise. C'est le cas pour Oxygène, mais qui peut faire filiale, qui peut devenir aussi une start-up, qui va vers quelque chose de l'entrepreneuriat cette fois, mais à l'intérieur d'une entreprise. Un petit dessin qui montre que avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que l'entreprise c'est mieux, et je pense que Isabelle, tu en parleras avec ERAM, mais il faut que l'entreprise ait une vision, un programme et j'allais dire une idée de ce que l'intrapreneuriat peut lui apporter. Et c'est véritablement un levier, c'est ce que je disais au début, c'est un levier au service de la transformation de l'entreprise, parce qu'évidemment, on ne sort jamais indemne d'un dispositif d'intrapreneuriat quand on le lance. Il y a forcément des issues et des issues stratégiques. Et c'est un formidable levier pour la marque employeur. Et ça, c'est le sujet du think tank en ce moment. Ça permet effectivement en interne de développer un certain nombre d'énergie et de volonté de la part des salariés, développer l'autonomie, développer la notion de projet. Mais aussi en externe, ça donne une idée à ceux qui pourraient candidater à l'entreprise de savoir que le dispositif de l'entrepreneuriat existe à l'intérieur. C'est aussi un levier inhérent à la marque employeur. Alors, ce qui est très intéressant, et je pense que ça, il faut que tout le monde le sache, et je pense qu'on a bien fait d'en parler, c'est qu'il y a très peu d'entreprises françaises aujourd'hui qui ont des programmes d'entrepreneuriat. En 2019, il y en avait un peu plus d'une cinquantaine, ce qui est très peu, en fait. Alors, notamment pour une raison, c'est que le statut juridique du salarié intrapreneur n'est pas encore totalement tranché. Alors, peut-être qu'Isabelle, tu auras envie de revenir dessus ou pas, mais en tout cas, il y a toute une réflexion encore à l'heure actuelle autour de la possibilité de statuer juridiquement, légalement, sur une position qui permettrait aux salariés de s'impliquer dans la gouvernance des projets innovants, et ce n'est pas encore totalement tranché, il n'y a pas encore un statut véritablement arrêté. Donc, en fait, les entreprises composent là-dessus et travaillent un peu avec les lois disponibles pour essayer de faire muter un salarié vers l'intéressement vers potentiellement une filiale ou une société ou une entreprise
à l'intérieur d'un groupe. Mais rien n'est encore très clair. Alors, j'ai réussi à trouver la plupart des entreprises qui s'impliquent. Je pense que je pourrais le mettre à disposition de Benjamin et Jocelyne et vous pourrez le partager. Et je reviens là-dessus après, j'ai mis quelques exemples. Voilà. Alors, c'est plutôt des grands groupes. Il y a un à d'autres adhérents qui le fait, c'est La Poste, qui a lancé en 2020 un programme qui s'appelle 20 projets pour 2020, qui est un projet d'intrapreneuriat. Donc, je vous laisserai le découvrir. J'ai mis un petit lien vidéo, mais je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a un autre adhérent qui a fait quelque chose aussi. Et il y a d'autres entreprises qui se sont lancées plus récemment. Je pense au groupe Aiko, qui a investi 10 millions d'euros dans un programme d'intrapreneuriat pour se mettre en mode start-up, en mode incubation de projets portés par des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Ils sont dans le monde de la distribution. Et j'ai mis un autre exemple aussi qui s'appelle les Tissages de Charlieu, qui est une ETI, qui a lancé aussi un très beau projet d'intrapreneuriat. Vous irez voir. Mais c'est très intéressant sur les problématiques de tote bag et de sacs sur laquelle ils ont développé une série en intrapreneuriat complètement. J'ai mis quelques exemples comme ça à la volée, mais qui sont aussi d'autres images et d'autres développements que celui que vous avez mis ensemble, Luc et Isabelle. C'est vrai que nous, en tant que sportifs, nous, on a... Ah. Voilà, une étude qui est très intéressante, je pense, par rapport au think tank, c'est une étude qui a été lancée par Allianz sur la perception de l'intrapreneuriat par les étudiants. Et en fait, pour vous donner une statistique, il y a 59% des étudiants sur un panel de 1000 étudiants qui a été interrogé en mars 2019 qui n'a jamais entendu parler de l'intrapreneuriat. Ça ne sait pas ce que c'est. Donc, il y a encore du chemin à faire en termes de plaidoyer, de levier au service de la marque employeur pour attirer des nouveaux talents et notamment des talents jeunes au sein des organisations. Et voilà, et ce matériel, je pense qu'il est intéressant pour toute la communauté du collectif pour réfléchir à ce sujet-là, qui est un sujet en puissance et qui va monter ces prochaines années. J'ai mis les objectifs de l'entrepreneuriat en résumé, généralement ceux des entreprises. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 40% des entreprises qui choisissent un dispositif d'entrepreneuriat dans celles qui en ont un, qui le font pour booster l'esprit d'innovation et de créativité. Je pense que vous pourrez y revenir, Isabelle et Luc. 22% pour faire émerger des talents moteurs. Ça, on est vraiment dans la marque employeur et dans la suite de la création de valeur à l'intérieur de l'organisation. Et 14% pour faire confiance aux salariés au-delà de leur fiche de poste, donc créer véritablement une montée en compétences, et 8% pour développer le business. Donc, l'entrepreneuriat est vraiment un dispositif très intéressant. Vous pouvez voir quels avantages il peut avoir au sein de l'entreprise. Donc, développer des perspectives d'évolution professionnelle, fidéliser les talents, offrir un cadre sécurisant aux salariés et révéler leur potentiel. Et permettre aussi, je crois que c'est le cas de toute façon, de créer rapidement des nouvelles offres et des innovations au sein de l'entreprise. Et ça, je pense que Isabelle et Luc nous en parleront. Pour conclure, le désir des salariés est également très fort. Il y a 74%, dans une étude récente qui a été conduite par Deloitte, Viadeo et Cadre Emploi, il y a 74% des salariés à l'intérieur des organisations qui souhaiteraient tenter l'expérience de l'intrapreneuriat d'ici 3 ans. Et pour plusieurs raisons qui sont notées sur le slide que vous voyez, le développement professionnel, la volonté d'autonomie, l'envie d'un challenge, l'intérêt financier, une gage de reconnaissance et la recherche de responsabilité. Donc vraiment, je pense que c'est un sujet qui a vraiment un énorme potentiel et qui peut devenir un sujet très intéressant pour développer l'attractivité à la fois des marques employeurs, mais aussi l'intérêt pour certains métiers et pour attirer et pour développer en interne peut-être un certain nombre de potentiels. Voilà, j'ai essayé de faire très synthétique. Tout ça sera disponible évidemment et Benjamin aura l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer à disposition sur la plateforme. C'était une petite introduction et Isabelle et Luc, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Le groupe ERAM et la société Oxygène, voilà, incubés, j'allais dire, à l'intérieur du groupe.
Je vous donne la parole parce que je pense que tout le monde a envie d'entendre cette expérience et cette belle aventure que vous avez conduite ensemble. Encore merci d'être là ce matin. Oui, merci à toi, Eric. Alors, c'est toi qui as les slides derrière. Voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Isabelle Desfontaines. Voilà, je m'occupe des projets RSE, développement, sur la partie vraiment développement durable du groupe et de ses marques. Donc, je voulais juste vous refaire un petit peu des éléments de contexte et vous rappeler qui est le groupe ERAM, vous dire qui est le groupe ERAM. Donc, le groupe ERAM, c'est une entreprise familiale française qui est bientôt centenaire puisqu'elle date de 1927. Et elle est dirigée aujourd'hui par la troisième génération de la famille Biotto. C'est Xavier et Luc, deux frères, qui dirigent cette entreprise. Et la quatrième génération est arrivée dans l'entreprise avec notamment la création d'une marque qui s'appelle Monlimar, que vous voyez ici sur le tableau. Excusez-moi. Donc, le groupe, c'est 5000 personnes en France et à l'étranger, c'est 900 points de vente. C'est 9 marques, alors là j'ai dit 9 marques, mais maintenant on pourrait dire 10, puisque tout à l'heure on parlera aussi, tu parlais de l'entrepreneuriat, mais il y a différents types d'entrepreneuriat qu'on a testé, et notamment la création d'une marque avec des équipes internes qui s'appelle Cécile, que vous pouvez découvrir sur cécile.fr. Nous avons encore la chance d'avoir 2 usines de fabrication de chaussures en France, où nous faisons du soudé, de l'injecteur, mais je ne vais pas rentrer dans la partie technique. Dans tous les cas, nous produisons 550 000 paires de chaussures par an pour des marques TBS, Parade, mais aussi pour 1083, le Coq Sportif, Julie Jen. Et nous vendons au global au niveau du groupe 20 millions de paires de chaussures, 40 millions de pièces textiles par an. Et nous réalisons 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a voulu, donc le groupe, c'est un groupe familial, donc la volonté de ses dirigeants, c'est de pérenniser cette entreprise, bien évidemment. Ils ont, comme ils disent souvent, le devoir de transmission par rapport à leur grand-père, par rapport aux générations futures. Et dans ce devoir de transmission, aujourd'hui, c'est vraiment la volonté et la conviction de transmettre une entreprise saine à tous les niveaux, que ce soit social ou écologique, et qui répondent aussi aux attentes d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la transformation, le groupe l'a vécu dans les centenaires, donc est toujours présent, et c'est vrai que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et que du coup, les transformations et les innovations font partie aussi de l'ADN du groupe. Donc, si on passe le slide suivant sur Change for Good, c'est vrai que tout à l'heure, Eric parlait de la vision, et c'est vrai qu'en 2018, depuis 10 ans, on est engagé sur des sujets de RSE, mais surtout sur des sujets de compliance, d'innocuité, et on s'est attaqué vraiment à la culture aussi, vraiment l'année dernière, en 2020, où on s'est dit, Change for Good, notre projet qui était développement durable, il doit être aussi plus large que ça, et il doit englober et devenir un vrai projet d'entreprise. Et pour devenir un vrai projet d'entreprise, il a fallu repartir de l'ADN de l'entreprise, il a fallu repartir de ce que le fondateur avait souhaité réaliser. Et donc, les dirigeants familiaux, toutes les générations confondues, se sont repenchés un peu sur l'histoire d'ERAM. Et on a sorti donc derrière la maison qui est sur le slide suivant. Donc, où le rêve du fondateur, au départ, c'était de faire le bien et de bien le faire. Il faut savoir qu'on est toujours sur le même territoire. Le fondateur a commencé cordonnier et on est toujours basé à Saint-Pierre-Mont-Limard, entre Angers et Nantes. Et donc ça, c'est le socle fort où les dirigeants d'aujourd'hui aussi disent c'est notre culture, c'est notre ADN, c'est notre force de savoir, d'être où on a été créé. Donc de ce rêve de faire le bien le faire, donc voilà, est devenu une mission de favoriser l'épanouissement de chacun dans tous les moments de sa vie. Et l'ambition pour l'ensemble des collaborateurs et de nos parties prenantes est vraiment de devenir une entreprise de référence reconnue pour ses performances responsables, avec des valeurs fortes qui ont toujours été, encore une fois, depuis la création, la simplicité, la responsabilité, l'ouverture d'esprit. Et donc, dans cette partie-là, voilà, il y a nos différentes parties prenantes. Et c'est vrai que dans le collaborateur, quand on s'est posé sur le collaborateur et créé les conditions d'épanouissement professionnel et personnel,
l'intrapreneuriat est venu assez vite, même si on avait commencé à en faire on avait développé un comité R&D qui donne la possibilité à des collaborateurs, notamment sur certains produits, à développer une innovation technologique. Et quand on a un brevet, et quand on arrive à déposer un brevet, le collaborateur se voit aussi récompensé. Alors ça, c'était sur une partie un petit peu plus technologique et on a voulu vraiment l'ouvrir à l'intrapreneuriat parce qu'on voit bien aussi que ça correspond aux attentes aussi des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs qu'on peut intégrer. Donc, juste voilà, pour mettre un peu les forces que l'on a et pour terminer sur la présentation du groupe ERAM, donc le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on est là. Ah non, c'est la présentation de Session. Bon, c'est pas grave, je vais rester là-dessus. Donc, c'est vrai que le collaborateur et le développement des nouveaux modes de collaboration sont devenus pour nous une évidence. Donc, maintenant, depuis 2020, c'est vrai que le projet Change for Good intègre vraiment la culture, intègre aussi vraiment la diversification dans nos activités. Aujourd'hui, on est chausseurs, enfin, on est industriel, puisqu'on sait fabriquer des chaussures et on est commerçant, donc ça, c'est nos deux forces. Mais demain, il faut aussi, et on s'est ouvert déjà à d'autres activités comme la création, la création d'un service déjà énergie au sein du groupe ERAM, puisque pour aussi rendre pérennes et saines nos entreprises, il a fallu aussi qu'on développe des nouveaux métiers qu'on n'avait pas chez nous. Enfin, voilà, Luc en parlera mieux que moi. Et à partir de là, donc toi tu arrives en 2015, voilà. Et à partir de là, on a acquis un certain nombre d'expertises et on s'est dit pourquoi pas aussi en faire profiter soit des collaborateurs qui ont envie de monter leur boîte, ou soit des collaborateurs aussi. Il y a différents types d'entrepreneuriat, notamment sur des sujets d'audits sociaux, de compliance, où le collaborateur peut rester aussi salarié, mais proposer des services du groupe ERAM à d'autres PME, PMI ou d'autres boîtes plus importantes aussi à l'étranger. Mais vraiment, ce développement de nouveaux modes de collaboration, ça fait partie vraiment de nos objectifs de Change for Good. Et ça permet aussi aux collaborateurs, comme tu disais, voilà, de créer de la valeur. Moi j'aime bien libérer un peu les énergies au service aussi de l'intérêt commun. Donc on a voulu vraiment créer un climat propice à l'entrepreneuriat. La direction s'est dit ok, pourquoi pas, on va aller voir, et on a aujourd'hui que des retours. On a 3 types d'entrepreneuriat et on a aujourd'hui que des retours positifs, et ça répond vraiment à notre mission de favoriser l'épanouissement de nos collaborateurs. J'ai une petite question avant que Luc ne prenne la parole. C'est au niveau territorial, comment ça se passe? Est-ce que le dispositif s'étend c'est plutôt au siège? Est-ce que l'intrapreneuriat se fait à différents endroits? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'intrapreneuriat quand tu dis ça. Je pense donc on a 95% de nos magasins qui sont en propre, mais on s'est ouvert à l'affiliation. Et dans cette affiliation, on a proposé sur les magasins, ERAM, Gémeaux ou Bocage, et on a proposé à des collaborateurs qui pouvaient être siège, directeur de magasin, conseiller de vente, etc., de prendre aussi des affiliations de magasins. Et on a quelques exemples. Notamment, j'ai en tête M. Faugérard à Vichy qui a repris le magasin en affiliation alors qu'il était directeur de magasin, directeur régional. Donc, on essaye aussi de le promouvoir sur le territoire français, mais ça reste quand même des métiers d'expertise comme l'énergie, l'empreinte carbone ou la compliance. Ça reste quand même des métiers sièges. Quand je parlais tout à l'heure de la marque Cécile qui a été développé en interne, c'est vrai que ça s'est fait avec des équipes de l'usine de fabrication et qui ont cogité, co-construit en intelligence collective, c'est quoi la chaussure de demain. Et donc là, c'est la force de l'entreprise où elles ont dit ok, c'est des équipes qui sont embauchées par le groupe, mais pour créer de la valeur, créer des innovations et sortir un peu, faire ce pas de côté. C'est d'intégrer ce temps, parce qu'on parlait de financement, il y a aussi du temps des collaborateurs qui est pris pour créer ce projet-là. Et c'est vraiment de faire avec l'organisation de l'entreprise et pas à la place de quoi. Donc effectivement, c'est peut-être une charge supplémentaire pour les équipes, mais c'est tellement motivant
qu'en fin de compte, ils trouvent le temps. Ils trouvent le temps de le faire. Alors, c'est vrai que ça peut être oui, ça peut être plus d'heures ou plus de. Mais il y a une telle motivation, un tel engagement commun autour d'une idée qu'on n'y pense plus. C'est ça la réussite, je trouve. Ouais, puis tu le fais aussi un peu pour toi. Et tu le fais aussi un peu pour toi, donc c'est pas pareil. Donc voilà. Donc non, mais c'est plutôt aujourd'hui les expériences que l'on a, c'est plutôt au niveau du siège. Et après, mais c'est pas trop de l'entrepreneuriat, mais on donne la possibilité aux collaborateurs de gérer lui-même, de reprendre un magasin. Voilà, donc là, je laisse la parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et sinon, voilà. Est-ce que Maud, Reynald ou les autres qui sont en ligne, vous avez des questions à ce stade à poser à Isabelle avant que Luc n'explique comment ça s'est passé pour lui? Non, pour moi, c'est bon, c'est très clair, c'est très intéressant. Et pour moi, je n'ai pas de questions particulières non plus. D'accord. Luc, l'aventure au Grand-Est, je pense que tout le monde veut savoir. Oui. Non, mais... Non, pas du tout. Non, mais en fait, c'est bien qu'Isabelle ait témoigné juste avant parce que je pense que pour que des projets d'entrepreneuriat puissent aboutir, il faut deux ambitions communes, deux chemins communs. À la fois l'ambition de l'entreprise de s'ouvrir et de se diversifier aussi, et à la fois l'ambition du collaborateur de monter un projet et justement de s'impliquer bien au-delà du salariat classique, on va dire ça comme ça. Moi, je vais essayer de vous faire un petit témoignage en remontant un petit peu dans le temps aussi, parce que l'histoire, elle s'explique aussi par ce que je suis et ce que j'ai fait. Ça, c'est très important. Moi, là-bas, je suis originaire du Finistère Sud, donc de Quimperlé. À l'époque, quand je passais mon bac, j'étais un petit peu perdu. Je ne savais pas quoi faire. Et je suis tombé dans une session de bac technologique. On appelait ça le génie énergétique. Donc, je suis tombé dans les énergies, c'est-à-dire quand j'étais petit, et ça m'a plu tout de suite. Après mon bac, j'ai décidé de continuer, de m'ouvrir vers un DUT, on appelait ça, et puis j'ai continué ensuite vers une école d'ingénieur. Quand je suis sorti de mon DUT, j'avais envie d'aider les entreprises ou les collectivités territoriales à réduire leur consommation d'énergie. Voilà, c'est ce que j'avais envie. J'ai réalisé mon école d'ingénieur par apprentissage, donc j'ai mis très rapidement le pied dans l'entreprise aussi. Je l'ai réalisé à Nantes Métropole. D'où mon arrivée dans la région, et j'ai tout appris là-bas, Donc j'ai fait 3 années en tant que chef de projet en efficacité énergétique, et au sortir de mon apprentissage, on m'a proposé de reprendre la responsabilité du service énergie à la direction du bâtiment. Donc là, premier challenge, très intéressant, j'ai beaucoup appris. Mais au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais une envie aussi d'entreprendre, et je me suis toujours dit qu'un jour, j'aurais mon entreprise. Je viens d'un milieu ouvrier, mes parents sont ouvriers, pas de culture d'entrepreneuriat ou d'entreprendre dans ma famille, mais je ne sais pas, je me suis toujours dit ça. Je me suis aussi toujours dit que. À l'époque, tu pensais peut-être pas sur l'entrepreneuriat. Non, je pense que je ne connaissais pas le concept. Non, je ne connaissais pas le concept. Et donc, du coup, je me suis aussi dit, step by step, il va falloir que tu apprennes quand même sur le terrain, que tu engranges aussi de l'expérience, et puis que tu te confrontes à la réalité du terrain. Ça comme ça. Donc, j'ai passé 6 années à Nantes Métropole, j'ai beaucoup appris, j'ai passé 6 années merveilleuses. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de mettre à disposition mes compétences et mes connaissances à d'autres collectivités ou entreprises. Et j'avais envie d'aller dans le privé. J'ai connu un peu la partie publique. Maintenant, j'avais envie d'aller dans le privé, peut-être parce que j'ai plus une mentalité aussi de privé, je ne sais pas. Et donc, l'aventure Groupera m'a commencé en 2015, où je suis rentré en tant que responsable d'énergie pour l'enseigne Gémeaux dans un premier temps. Et donc, moi, mon métier, c'était d'aider l'entreprise à structurer sa démarche d'efficacité énergétique, justement pour faire des économies d'énergie. Ça a plutôt bien marché parce que c'est vrai qu'en 6 ans, on a réduit quasiment de moitié nos consommations d'énergie. Donc, c'est vraiment, ça se chiffre en millions d'euros d'économies pour une enseigne comme Gémeaux. Oui, c'est 400 points de vente. Oui, 400 points de vente. Et puis, du coup, mes missions se sont vues s'élargir aussi. J'ai repris la gestion de l'ensemble des enseignes du groupe, de l'entreprise, mais également des typologies de bâtiments, magasins, entrepôts, usines. Donc, c'est vrai que c'est comme un terrain de jeu qui est exceptionnel pour un ingénieur, c'est top. En 2017, j'ai initié un projet innovant, je ne le savais pas vraiment à l'époque, et ce projet-là qui s'est terminé fin 2019,
Alors, le projet en quoi il consistait, c'était d'installer une centrale photovoltaïque sur un magasin. Mais la partie innovation, c'était, moi, je m'étais dit que j'avais envie de stocker de l'énergie sur le surplus de la production photovoltaïque qui n'était pas consommé directement par le magasin. Et ce stockage, je n'avais pas envie d'utiliser des batteries neuves, classiques. En 2017, la filière du reconditionnement de la batterie était vraiment en plein balbutiement, c'était assez compliqué, très peu de projets en France. Et donc moi, j'ai trouvé un partenaire pour pouvoir justement monter un projet comme ça. Et donc, on a sorti ce projet-là où on a dit, ben, on produit notre propre électricité sur notre parking, et en plus de ça, le surplus que je ne vais pas consommer dans mon magasin, je vais venir le stocker sur des batteries de stockage reconditionnées. Donc des batteries issues de véhicules électriques qui arrivaient en fin de vie, qu'on a reconditionnées, auxquelles on a donné une seconde vie pour un usage bâtiment. Le projet a été médiatisé, ça a été assez incroyable. Moi, je ne m'attendais pas du tout à avoir des retombées aussi intéressantes que ça. Sauf que quand le projet se finit, tu te dis, OK, what's next? C'est quoi la suite, quoi? Parce que tu as vécu des choses assez fortes, des rencontres exceptionnelles aussi. Et donc, tu te dis, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Il y a énormément de choses encore à faire au groupe Eram, mais néanmoins, le challenge, c'est quoi? Et là, revient cette petite idée de dire, oh, est-ce que je montrerais bien ma boîte quand même? Pourquoi? Parce qu'en plus, pendant les différents échanges professionnels que j'ai pu avoir, j'ai rencontré des responsables d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, qui eux me disaient souvent, bah, Luc, c'est intéressant ce que vous faites au groupe Eram, mais nous, on n'a pas la possibilité de le faire parce qu'on ne peut pas embaucher quelqu'un sur ces sujets-là. On est soit trop petit, ou soit on veut se concentrer sur notre cœur de métier. Et en fait, c'est là qu'est née un peu, moi, mon idée de créer une entreprise. Une entreprise, c'est de mettre à disposition des compétences, mutualiser et partager avec un ingénieur qui serait référent au sein d'une entreprise, détaché, mais référent. Et donc, pour pouvoir aider les entreprises à avancer de manière efficace et rapide sur ces sujets-là. Fin 2019, je commence à travailler sur un business model. J'en parle à mon responsable hiérarchique qui était le directeur financier de Gémeaux, hyper ouvert au sujet. En parallèle, tu as le groupe Eram qui travaillait aussi sur ces sujets un peu d'ouverture, de libération des esprits et des énergies. Et donc, bon, voilà, moi, je suis parti dans ce biais-là. Pas forcément dans l'esprit de dire que je vais travailler avec le groupe Eram dans un premier temps ou proposer mon projet, mais voilà, j'ai commencé à initier quelque chose. Arrive le premier confinement en mars 2020, et là, j'ai du temps pour moi. Donc, moi, ce temps-là, je l'ai mis à profit pour pouvoir justement aller encore plus loin dans le processus de création d'Oxygène, où là, j'ai vraiment créé le business model, challengé ça auprès de mon réseau et de mes contacts. Et au sortir de confinement, je me dis, t'es quand même bien dans le groupe Eram, c'est une vraie belle entreprise. Moi, en 2020, j'ai eu aussi une petite fille, hein, donc tu te dis, est-ce que c'est pas un peu dangereux de partir sur des projets d'entrepreneuriat, de te lancer dans ta vie, de te lancer dans un challenge aussi important et puis peut-être périlleux financièrement, on va dire ça comme ça. Et là, je me dis, bon, je vais aller proposer mon projet au groupe Eram, je vais aller voir la famille Lotto. J'ai été supporté et aidé aussi par Étienne, le DAF de Gémeaux, mais également Hubert Aubry, qui était le DG à l'époque de Gémeaux. Et donc, j'ai été pitcher mon projet auprès du board directeur de l'entreprise, donc du groupe. Au sortir de mon pitch, Xavier Biotto qui me dit écoutez, Luc, OK, go, on vous accompagne. OK, chouette. Alors, je ne savais pas par quel biais ou par quel moyen que ce soit. Mais je n'attendais pas forcément une réponse aussi rapide que ça. Et donc, voilà, l'aventure Oxygène est lancée. En octobre 2020, je me retrouve à 100% chez Oxygène. Un petit point important aussi, et je pense que c'est intéressant de le dire, c'est que quand tu es entrepreneur ou intrapreneur, en fonction des statuts, il y a des choses à faire quand même, mais tu as la possibilité aussi de bénéficier du chômage. C'est-à-dire que l'État français aide quand même les entrepreneurs à créer leurs entreprises et sécurise un peu leurs arrières. Donc aujourd'hui, moi, je suis au chômage en tant que créateur d'entreprise, mais c'est une vraie aide financière là-dedans. Donc à ce niveau-là, en tout cas, une vraie sécurité financière. Et ça, c'est important de le savoir, c'est que sans ça, je ne sais pas si je serais parti aussi directement, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus… Oui, c'est pour ça que quand tu dis sur ton slide précédent, tu sais 11% de fonds pour la partie financière, effectivement, au départ, ce n'est pas pour ça, je pense, et puis il faut aussi le temps que cette entreprise se mette en place, c'est clair. Bien sûr. marché, construire son équipe, etc. Donc il y a quand même quelques années, quand tu es installé salarié dans une entreprise, c'est vrai qu'il y a quand même quelques années où tu sors ta zone de confort. Ah, complètement. Ouais, j'en parle un petit peu après, parce que c'est vrai que tu te câbles complètement différemment.
Donc en octobre 2020, je me retrouve à 100% sur oxygène, au chômage. Donc, voilà. Et puis en janvier 2021, arrive mon premier salarié. Mon premier salarié, là aussi, c'est pareil, c'est quand même une vision complètement différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je travaillais pour moi, j'étais salarié, je travaillais pour un patron, une entreprise, j'étais salarié. Mon seul objectif, c'était de faire en sorte que mes projets soient menés à bien de manière cohérente et constructive pour mon entreprise. À partir de là, maintenant, je suis dirigeant de ma boîte. À la fois, je bosse pour moi, ça c'est une première chose. Pour mes clients, c'est pas la même notion quand même que de dire je bosse pour mon patron, c'est pour mes clients. Et puis, tu prends une charge mentale supplémentaire quand tu vois arriver tes premiers salariés. Parce que cette boîte-là, il faut qu'elle marche pour eux d'abord. C'est des jeunes, hein, donc eux aussi ont des ambitions, eux aussi ont envie de vivre. Si cette boîte-là ne marche pas, tu ne te mets pas en péril que toi, tu mets en péril d'autres personnes. Donc là, chez Oxygène, vous avez vu vite fait la slide, on est 5 salariés aujourd'hui. Donc on a la chance d'avoir Tristan qui était au sein du groupe ERAM et Laurine, tous les deux étaient au sein du groupe ERAM. Alors Tristan faisait partie de mes équipes, Laurine était apprentie. Et donc Tristan a souhaité rejoindre l'aventure, c'est notre expert bas carbone. Laurine, elle l'a rejoint à la fin de son apprentissage, donc on a fini en stage, et puis aujourd'hui elle est embauchée chez Oxygène. Et puis après, on a eu des recrutements externes avec Léa et Jérémy qui sont arrivés d'entreprises externes. Léa, d'ailleurs, était chez Maison du Monde, qui clin d'œil à Maison du Monde, parce que ils sont aussi chez Génération Responsable, je crois. Et puis Jérémy vient de chez Total. Voilà un peu pour vous dire aussi que quand tu es salarié et que tu as ton confort de salarié finalement et que tu décides de partir dans l'aventure d'entreprendre, c'est quand même pas la même chose. Donc voilà. Quand tu es salarié et que tu décides d'entreprendre, tu découvres aussi l'entrepreneuriat. Enfin, l'entrepreneuriat, tu ne l'apprends pas à l'école, parce que moi, je ne l'ai pas appris à l'école. Et tu fais tout, en fait. Tu fais tout de la production, bien sûr, mais le démarchage commercial, la RH, donc tu fais tes recrutements, l'administratif, ça, c'est un truc assez hallucinant aussi. Et donc, tu passes par toutes les étapes et tu apprends beaucoup. C'est une très grosse charge, mais en même temps, c'est extrêmement stimulant. Très rapidement, déjà, qui on est peut-être chez Oxygène, ça c'est important de repréciser. Alors déjà, chez Oxygène, on est basé à Nantes, hein, on est juste à côté de l'Éléphant, pour ceux qui connaissent. Ce que je dis souvent, c'est qu'on est une société de conseil spécialisée en maîtrise de l'énergie. Et donc, on va décliner ça par 3 activités. La première activité, c'est l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie bas carbone. On va aider les entreprises à réduire leurs émissions de CO2 sur l'ensemble de leurs métiers et de leurs activités qui composent l'entreprise. Par 2 biais, soit on leur met à disposition un référent carbone, ça c'est un peu l'idée de départ d'Oxygène, comme je vous le disais, ou soit on va réaliser des projets un peu ponctuels, spécifiques, type tu as besoin d'un bilan carbone, on va le faire, une analyse de cycle de vie, etc. Deuxième sujet, c'est la performance énergétique. Moi je suis tombé dedans, je vous le disais quand j'étais petit. Donc l'objectif c'est d'aider les entreprises à structurer leur démarche d'efficacité énergétique. Donc là on va diminuer les volumes de consommation d'énergie, les kilowattheures pur et dur. Toujours pareil, en mettant soit à disposition un référent énergie, ou soit en réalisant un peu des projets ponctuels, type des projets photovoltaïques, des audits énergétiques, etc. Et puis la 3e activité qu'on décline, ce que je dis souvent, c'est que pour bien maîtriser tes consommations d'énergie, il faut aussi savoir bien les acheter. Alors là, en plus, on parle beaucoup d'énergie en ce moment et augmentation des prix, et c'est pour ça que c'est hyper important de structurer sa démarche d'achat. Et donc, nous, on aide à la fois les grosses entreprises à structurer leur démarche d'achat pour mettre en concurrence les fournisseurs, ajouter aussi des services additionnels, etc. Et puis des petites entreprises, ça c'est aussi important et ça fait partie de mes valeurs, c'est qu'on veut aider les petites entreprises à devenir attractives auprès des fournisseurs d'énergie, donc à les regrouper pour qu'elles rassemblent un volume important et qu'elles deviennent justement attractives auprès des fournisseurs d'énergie, donc qu'elles puissent bénéficier de tarifs aussi plus intéressants. Voilà un petit peu sur ce qu'on fait chez Oxygène. Et voilà, c'est une aventure qui est assez dingue. Ça fait un an maintenant qu'on existe, en tout cas que je suis à 100% chez Oxygène. On a des échanges assez récurrents avec le groupe ERAM. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a créé ça, donc moi je suis allé présenter mon projet au board. Ensuite, on a pas mal travaillé avec le service juridique de savoir par quel biais est-ce que le groupe ERAM allait m'aider. Donc aujourd'hui, le groupe ERAM est actionnaire d'Oxygène, donc c'est en partie une filiale du groupe ERAM. Et donc, on a travaillé avec le service juridique. Moi, c'est tout ça, tous ces contrats d'actionnariat, de pacte d'actionnaires, de statut, je ne connaissais rien du tout. Et on découvre au fur et à mesure, on apprend.
Quand tu es entrepreneur, quand tu crées ta boîte, bah, tu as des hauts, tu as des victoires, les premiers clients, les premiers recrutements. Et puis bah, aussi, tu as des périodes un peu plus difficiles, et ça, c'est important aussi d'en parler, hein, avec bah, cette angoisse de dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce que je fais bien embaucher, est-ce que je fais bien aussi de sortir de ce confort-là. Voilà, c'est plein de choses comme ça où bah, tu as des hauts, des bas, c'est un peu les montagnes russes, mais c'est tellement exaltant que je pense que j'aurais du mal à revenir en arrière. Ça, c'est un point important. Ça. Et puis, bah, bénéficier aussi du support du groupe ERAM, c'est comme, en tout cas, d'une entreprise qui fait de l'entrepreneuriat et qui favorise et qui prône l'entrepreneuriat, c'est quand même énorme parce qu'eux ont un savoir-faire aussi en interne. On parlait du juridique, mais on parle de la DSI, de la comptabilité. C'est plein de choses qui, moi, m'ont facilité mon expérience d'entrepreneur. Et donc, ça, c'est top. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, ça fonctionne plutôt bien. Donc, Luc, pardon, mais le lien donc avec le groupe ERAM et Isabelle, tu confirmes ou tu infirmes ce que je vais dire. Donc, c'est à la fois des fonctions support, on est d'accord, ce que tu viens de dire, Exactement. mais aussi le fait que Oxygène travaille aujourd'hui pour le groupe. Exactement. En fait, D'une certaine manière, c'est à la fois les fonctions support d'un côté et le fait d'être client finalement d'Oxygène de l'autre. C'est ça. En fait, on a externalisé mon service dans une société externe. On passe un petit peu moins de temps sur le groupe ERAM et on en donne aussi beaucoup plus à nos clients externes. Mais le but, c'est ça, c'est de mutualiser les compétences qu'on avait en interne à l'externe. Et donc, le groupe ERAM reste un client Oxygène, bien sûr. Et puis bah, maintenant, on met à disposition nos compétences à d'autres entreprises en externe. C'est ça, donc Oxygène a réalisé notre bilan carbone. Oxygène va nous réaliser de nouveau notre bilan carbone avec les données 2021. Tu parlais du projet photovoltaïque, donc c'est un projet, c'était un magasin. Donc on va voir voilà, comment l'initier et comment l'expérimenter aussi sur d'autres points de vente. Luc aussi suit toujours voilà, sur nos économies d'énergie, l'opération EcoGeste qu'on avait fait sur les magasins, on a économisé des millions d'euros chez Gémeaux. On va le dupliquer aussi, comment sur les magasins de centre-ville. Aujourd'hui, vous avez entendu aussi parler pas mal d'affichage environnemental. On se prépare aussi à nos calculs d'analyse de cycle de vie, etc. Donc, voilà, Oxygène nous accompagne, mais ils viennent, voilà, ils sont du coup consultants chez nous. Hein. Il y a une personne, voilà, qui est une personne dans chaque BU. Sur chaque BU, voilà, qui est référente et on fait des points avec eux réguliers. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est des collaborateurs comme Tristan ou Laurine qu'on connaissait en tant que collaborateurs. Alors là aussi, c'est quand même, toi, quand tu leur as proposé de suivre l'aventure, ils ont tout de suite. Oui, il n'y a pas eu de débat, ça les a enchantés. Et c'est vrai que là aussi, on voit bien que la nouvelle génération voilà, a envie aussi de se tester, de sortir de l'entreprise classique. Et d'avoir aussi des projets innovants, stimulants, créateurs de valeur, etc. Et les deux personnes ont dit ok, on est bien dans le groupe, hein, ce n'était pas le sujet, mais on a envie de suivre cette aventure parce que on y croit et on va développer aussi des compétences et des connaissances différentes. Donc, c'est clair. Et puis le fait d'avoir le groupe ERAM, je pense qu'aussi pour eux, c'était aussi une certaine forme de sécurité. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que quand un groupe ou une enseigne ou une marque suit comme ça l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est la prise de décision, je ne dis pas qu'elle est quand même plus facile. Quoi. Du coup, il y a quand même cette sécurité un peu derrière et qui te dit voilà, de base, on n'a peut-être plus besoin du groupe ERAM, mais en tous les cas, les dirigeants et la gouvernance du groupe ERAM est fière d'accompagner ce type d'entreprise parce qu'on voit que les sujets aujourd'hui sont prédominants. Hein. Tous les jours, on en entend parler. Toutes les entreprises sont concernées et comme tu disais à juste titre, la force du groupe, c'est d'être multimarque et de pouvoir avoir les moyens d'avoir des services comme ça un peu experts, mais les petites entreprises ou moyennes entreprises ne l'ont pas. Donc, du coup, voilà, de leur donner une mission sur un temps donné, je trouve que c'est intéressant et ça permet à toutes les entreprises d'intégrer les bilans carbone ou les économies d'énergie. Puis, sur les sujets sur lesquels on travaille avec Oxygène, il n'y a pas de concurrence. Il faut qu'on aille tous dans le même sens. Oui, les sujets environnementaux, il faut avancer là-dessus. Il faut avancer de manière efficace. Et on a la chance, nous, d'avoir une expérience qui est longue et forte, malgré notre jeune âge, parce qu'on l'a pratiqué en fait sur le terrain. Et c'est l'avantage aussi, je pense, de ce qu'on propose, c'est qu'à la fois, on est là pour structurer des démarches d'entreprise, donc des stratégies d'entreprise, mais on a à la fois ce côté opérationnel, parce qu'on a vécu ça sur le terrain et on l'a fait, on l'a réalisé. Et ça, je pense que c'est ce qui est l'une de nos plus grandes forces aussi aujourd'hui chez Oxygène. C'est ça. Et donc, l'expérimentation, l'expérience en tous les cas, acquérir lors de tes futures expériences, ça t'aide aussi, effectivement.
Voilà un petit peu pour l'aventure. Merci. La parole est évidemment aux participants. Est-ce que vous avez des questions à poser à Luc ou à Isabelle, ou aux deux d'ailleurs, par rapport à ce que vous venez d'entendre? Je vous en prie. Moi, j'ai une question par rapport justement au moment où la direction ERAM vous a dit « OK, on vous suit ». Luc, et le moment où vous avez créé votre entreprise, entre ces deux moments, comment ça s'est passé en fait? Vous avez continué à travailler pour ERAM en tant que, je ne sais plus, vous étiez dans la direction. Voilà. Et comment vous avez mené à bien votre projet en fait? Vous travaillez le soir, le week-end, enfin concrètement, comment ça s'est fait? Je pense que j'avais déjà bien entamé le sujet pendant la période de confinement. Hein, oui, voilà, le business model, etc. Voilà, c'est ça. Et puis après, en fait, quand j'ai proposé, en tout cas quand j'ai eu le go de la direction du groupe ERAM, on a beaucoup travaillé la partie création du modèle d'entreprise, juridiquement parlant. Ça a été vraiment un gros travail juridique, à la fois pour que le groupe ERAM, ça puisse en tout cas aller au groupe ERAM, que ce projet répondent à leur vision et à leur ambition, mais également à la mienne en tant qu'entrepreneur. Donc moi, je me suis entouré d'un avocat. Le groupe ERAM avait son service juridique et puis on a créé ensemble un pacte d'actionnaires avec des échanges. Hein. Parfois, on était d'accord, parfois pas d'accord. Mais c'est hyper important, cette phase-là, elle est hyper importante. Hein. C'est comme un mariage, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre un peu tout sur le papier parce que le jour où on a un problème, où on doit se séparer pour X raisons, il faut que tout soit écrit et anticipé au préalable. Donc, ça a été un gros travail juridique. Effectivement, moi, j'ai quand même beaucoup travaillé le soir et le week-end à continuer à proposer, construire mes offres commerciales, à challenger un peu mon business model encore une fois dans mon réseau, à commencer à démarcher et présenter, à confronter, à revoir, à retravailler, à retravailler, à revoir une présentation. Mais c'est comme beaucoup d'investissements et de temps personnel. J'ai la chance d'avoir quand même une femme moi, qui m'a aussi beaucoup aidé, alors qui travaille elle aussi, mais comme je disais, on a eu un petit bébé en 2020 et elle a pris beaucoup aussi sur elle. Donc c'est aussi un projet, je pense, familial de créer son entreprise. Parce que tout seul, tu n'y arrives pas. On a eu la chance d'avoir des collègues qui sont quand même assez bienveillants au groupe ERAM, donc tu peux toujours les contacter en disant en service informatique, j'ai un petit souci, est-ce que tu peux m'aider? Je ne sais pas comment faire ça. Oui, tu vas avoir un tel. Voilà, j'ai la chance de faire partir d'un groupe qui est quand même extrêmement bienveillant, de la direction aux collègues, aux salariés, aux experts des métiers, et qui m'ont aussi pas mal aidé sur ces sujets-là et pas mal dégrossi certains problèmes auxquels peut faire face en tout temps entrepreneur. Oui, c'est intéressant. Et puis, ouais, franchement, j'ai commencé à bosser vraiment sur Oxygène à partir de septembre-octobre 2019 et je me suis mis à 100% en octobre 2020 et on a commencé à mettre en œuvre des premières prestations à partir du 1er janvier 2021. Voilà, un petit peu pour les étapes. Mais tout en ayant ERAM comme client quand vous avez commencé. Oui. Ouais, donc je continuais à travailler pour ERAM à la fois en tant que salarié et puis après à la fois en tant que consultant externe. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Donc vous aviez un client pour commencer. Oui, non, parce que non, non, c'est l'avantage, c'est que on a eu la chance moi j'ai commencé à travailler un petit peu mon réseau quand même en amont. Et c'est là qu'on voit aussi la force du réseau. Hein. C'est assez dingue, mais on a initié des premières discussions avec des entreprises. Je pense à Maison du Monde, je pense au groupe ETAM, je pense à FIRALP dans les travaux publics. Donc, vous voyez, on s'est diversifié en termes d'activité aussi. Hein. On n'est pas qu'un bébé retail, on va avoir aussi d'autres secteurs d'activité et c'est ce qui fait le charme parce qu'on consomme tous de l'énergie, on émet tous des émissions de CO2. Donc, on n'a pas que le retail en client. Je pense à Strego aussi, un expert comptable qu'on accompagne là-dessus. Tipco dans le coin. Voilà, on a vraiment pas mal de clients. Puis après, j'ai plein de petits clients aussi. Des affiliés, des franchisés de diverses enseignes qui achetaient seuls un peu leur consommation d'énergie et qui avaient un besoin d'aide à ce niveau-là. Et moi, je ne suis pas un courtier. C'est ce que je leur dis. Quand on gère vos consommations d'énergie, je ne suis pas un courtier. Je suis là pour vous aider, vous conseiller, mettre en œuvre votre stratégie, vous déléguer la gestion de vos contrats si vous voulez. Mais je suis là plus pour vous conseiller. Je ne suis pas là pour me rémunérer auprès des fournisseurs d'énergie. Je me rémunère auprès de mes clients. Ça, c'est hyper important.
Oui, la force aujourd'hui de chez Oxygène, c'est qu'en fin de compte, c'est des offres à tiroirs. L'expertise est assez large. Ouais. Tu t'adaptes vraiment Il faut s'adapter à la demande et tu peux commencer par juste des économies d'énergie et puis et après aller sur de l'achat. Il y a des entreprises qui vont être staffées sur de la partie carbone et pas sur l'économie d'énergie. Enfin, on ne peut pas tout faire. Même quand je pense à mes collègues RSE, quand tu fais de la RSE, tu touches à énormément de choses. Tu n'es pas spécialiste d'un ou d'autre sujet. Donc, il faut se faire entourer. Et c'est là aussi la force de Oxygène. Et puis, de toute façon, tous les métiers, toutes les entreprises, toutes les activités sont différentes. Tu peux même avoir deux entreprises qui ont exactement la même activité, mais des stratégies complètement différentes et des ambitions différentes. Et il faut s'adapter à ça. Ça, c'est important. Il y avait une question, pardon Maud, une question de Jocelyne, qui peut pas, mais bon, tu l'as vu Benjamin, toi aussi, j'imagine, dans le chat. Oui, tout à fait. Qui nous demandait qui remerciait déjà Isabelle et Luc pour leur témoignage, mais est-ce que Luc, tu interviens qu'à Nantes ou dans toute la France? Ouais, moi j'interviens dans toute la France. Donc, tu parles des missions d'Oxygène? Oui, les missions d'Oxygène, est-ce que tu as une activité qui rayonne et qui est d'ordre national? Oui, national, ouais. Bon, on a des clients sur Paris, on a des clients sur Lyon, donc oui, on bouge. De toute façon, nous, on a l'habitude de bosser sur du multisite. Donc, dans tous les cas, nos clients, même s'ils sont basés ici pour Groupe Eram dans le Maine-et-Loire, on est obligé de se déplacer sur toute la France parce qu'ils ont des sites partout en France. Donc, au moins. Christine, Reynald, est-ce que vous avez peut-être une question pour Luc et Isabelle? Non, moi j'écoute avec intérêt et non, j'écoute, c'est intéressant. De notre côté, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Côté La Poste, nous on a créé une structure sobre enfin, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile quelque part de jouer sur le kilowattheure que enfin les gains énergétiques sont pas encore là, hein. On est plus sur une baisse de kilowattheure, sur des rénovations énergétiques, mais c'est dur d'agir sur le prix de l'énergie. Je ne sais pas si de votre côté vous avez eu le même constat. On s'est rattrapé en fait. On a le kilowattheure qui baisse, mais on a le coût de l'énergie qui quand même qui continue de monter en fait. Ah bah oui, c'est le contexte actuel, hein. En fait, il y a plusieurs choses à savoir quand tu fais de l'achat d'énergie, parce que là on parle d'achat d'énergie, donc c'est quand même pas le même raisonnement que l'efficacité énergétique. Quand tu fais de l'achat d'énergie, il faut avoir une vraie stratégie d'achat qui te permet d'anticiper ou au moins de ne pas subir les effets de hausse. Ça, c'est hyper important. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais structurer ta démarche d'achat te permet de limiter les hausses. Et si en plus tu arrives à compenser cette hausse par des économies d'énergie, c'est canon. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait avec nos clients, c'est que quand tu es une grosse boîte, une grosse entreprise, on va structurer ta démarche d'achat pour éviter de subir les hausses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux acheter tes consommations d'électricité pour 2022, tu ne les achètes pas en 2021. Parce que si tu te retrouves devant le fait accompli qui est en train de se passer actuellement, une augmentation très forte, très élevée des marchés d'énergie, vu que tu n'as pas pu anticiper, tu es obligé d'acheter quand c'est fort. Et ça, c'est hyper important. Et donc là, on aide les entreprises à structurer leur démarche d'achat pure et dure, mais pas que. On essaye aussi de les alimenter sur leurs ambitions RSE, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'énergie renouvelable, mais quel type d'énergie renouvelable? De la garantie d'origine, du petit producteur français? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux aider à contribuer à développer des nouveaux actifs de production par l'achat ou par l'investissement? C'est tout ça en fait qu'on fait, parce que tout ça est lié finalement de manière très très forte. Et ça, c'est hyper important d'avoir une vision globale. Oui, puis on essaye aussi de faire des choses, nous, de notre côté aussi, avec le tissu local. Alors, c'est pas hyper simple, hein, parfois. Là, on est en train d'essayer de boucler un projet avec un bureau de poste et la Fédération d'énergie de la Somme. Alors, ça sera quelques petits électrons, hein, c'est pas quelque chose d'énorme du tout, mais bon, c'est déjà d'expérimenter aussi avec des acteurs locaux. Finalement, eux vont s'équiper de photovoltaïque. Nous, on en a mis sur certains bâtiments, mais évidemment sur peu de bâtiments au total. Et du coup, vu que la Fédération de la Somme va mettre des photovoltaïques, on va voir si on peut, du coup, le surplus, comme tu disais pour les batteries, nous, on va voir si le surplus peut alimenter une borne de vélo et le bureau de poste qui est dans la même rue, parce qu'il ne faut pas que ça soit très loin, évidemment. Mais voilà, bon, c'est intéressant, c'est aussi d'essayer d'être avec le tissu local et de faire des choses ensemble quand on est dans la même rue et qu'on n'est pas forcément les mêmes boîtes, les mêmes structures, mais voilà, ça peut dynamiser aussi un projet qu'on soit à 3 acteurs différents.
Exactement. Oui, Trignac, c'est un peu Trignac, c'est à côté de Saint-Nazaire, c'est une zone commerciale et c'est vrai que voilà, le magasin est entouré, le magasin Gémeaux est entouré d'autres surfaces de vente aussi. Et on se dit, bah, tiens, mais comment peut-être aussi on pourrait mutualiser, partager avec. Ouais, alors sur la partie photovoltaïque, de l'autoconsommation collective. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses mais c'est vrai qu'on voit que les montages sont waouh. On passe un peu de temps sur les documents papier et l'administratif quand même. C'est pour ça que des fois, il faut aussi être assez pragmatique. C'est bien de faire des projets très innovants et d'expérimenter, mais à un moment donné, il faut aussi revenir à l'essentiel et au pragmatisme, et il faut faire ce qui marche aussi. Parce que c'est vrai que pour un petit projet, en fait, c'est beaucoup de paperasse. C'est ça. Ouais, et puis il faut que ces projets-là, alors c'est bien d'innover, mais ça permet de dégrossir, mais il faut que ces projets-là, on puisse les dupliquer, les déployer. Et à un moment donné, bon, tu peux faire une expérience sur un site, mais si économiquement c'est pas viable, l'entreprise ne va pas vouloir les dupliquer, les déployer. Donc l'objectif, c'est quand même aussi d'avoir un certain pragmatisme pour contribuer à réduire son empreinte environnementale, maîtriser ses coûts, enfin tout est lié en tout cas. Oui, c'est ce que tu disais sur Trignac, où tu as expérimenté ces batteries. Voilà, et demain, si tu refais ce magasin avec les panneaux photovoltaïques, on ne remettra pas les batteries. Et si, j'ai quand même une petite question, c'est par rapport à ce que ensuite, quand vous mettez en avant toutes ces actions, qui prend le relais chez ERAM? Est-ce que du coup, il n'y a pas quelqu'un qui est en particulier ERAM Énergie, en fait, mais du coup, c'est les services généraux, c'est les contrôleurs de gestion, enfin, ensuite, s'il faut un relais, non, en fait? On fonctionne un peu de manière un peu spéciale, je pense, parce que, en fait, moi, quand j'accompagne un client, et aujourd'hui, ERAM est un client, on lui met à disposition un ingénieur qui est un prestataire, mais qui va représenter aussi l'enseigne pour des interventions externes, notamment sur ces sujets. Par contre, on a un référent en interne, bien sûr. Isabelle va être le référent de Tristan et Laurine sur la partie carbone. On va avoir Marie qui est aux achats non marchands et qui va être la référente de Léa, qui reprend un peu ma suite sur la partie efficacité énergétique. Donc, on a toujours un point, un ancrage, en tout cas dans l'entreprise, pour aussi nous faire challenger, c'est hyper important. Je pense au groupe ETAM où la personne qui me challenge, moi, c'est la directrice RSE, qui est Kachen. Voilà, on a toujours un ancrage avec l'entreprise. Et puis nous, groupe ERAM, on a un objectif en 2030, c'est de réduire notre empreinte carbone de 30%. Et donc là, on embarque toutes nos marques. Donc Oxygène intervient dans toutes les marques du groupe. Pour travailler sur le bilan carbone de la marque, pour voir quelles sont les économies d'énergie. Alors, Gémeaux représente 65-70% de notre activité. Donc, c'est vrai que là, Gémeaux, son objectif, c'est de réduire de 60% ses économies, faire des 60% d'économies d'énergie d'ici 2030. Ce moins 30% d'empreinte carbone aussi, c'est important pour nous. Il y a la partie transport aussi sur laquelle vous bossez pour diminuer aussi notre empreinte carbone de 15%. 2023 tonnes en 2023, c'est le chiffre qu'on peut se souvenir de. Donc, on a aussi, et Eric en parlait très bien tout à l'heure, il faut aussi que le groupe ait une vision et qu'on aille tous dans le même sens et qu'on embarque toutes les marques. Et c'est vrai que toutes nos marques sont engagées vers cette vision-là. Donc, ça se fait aussi assez naturellement. Et nous, après, on communique évidemment, soit auprès de sur le site ou auprès où chaque marque aussi fait le relais des actions énergétiques qu'ils peuvent faire. Mais on du coup, à part la RSE, il y a d'autres services embarqués chez ERAM pour faire le lien avec Oxygène. Oui, on travaille avec tous les services. Oui, en fait, on est comme si on était. Tu disais contrôleur de gestion et effectivement, toi, tu rencontres les patrons de chaque marque. Les patrons de chaque marque, mais la com, on bosse aussi avec les travaux, la maintenance. En fait, on est comme si on était salarié groupe ERAM ou ETAM ou FIRALP. On bosse avec tous les services. On est juste un prestataire externe, mais au sein de l'entreprise. Moi, ils travaillent là, quand on fait les économies d'énergie en magasin et qu'on veut embarquer les directeurs de magasin sur les éco-gestes, là, il y a des newsletters qui sont faites tous les mois, tous les trimestres, en disant, voilà, vous en êtes là sur vos consommations énergétiques, attention, là, tu as fait moins 10 ou tu as fait plus 5, voilà, et ils communiquent aussi auprès de l'ensemble de nos points de vente. Donc, on est très proche de la direction commerciale. On est des salariés de l'entreprise. C'est ce qu'il faut avoir en tête, et c'est le modèle d'Oxygène de base, c'est qu'on est des salariés de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on est externalisé. C'est ça. Et
et vous êtes ici comme si vous êtes, enfin, ici dans les bureaux du groupe, comme si vous êtes chez vous. Et les collaborateurs vous prennent plus pour des collaborateurs que pour des consultants. C'est ça. Et c'est ce qui est important, c'est que en fait, nous, on aide les entreprises à éviter de recruter spécifiquement une personne sur ces sujets-là, ce qui permet de mutualiser aussi des compétences, donc de bénéficier aussi de notre expertise qu'on a acquis dans d'autres secteurs d'activité ou d'entreprise. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que on a aussi la possibilité de mettre à disposition cet ingénieur. Et cet ingénieur-là, l'entreprise n'a pas à faire de recrutement spécifique. Et donc, ça permet aussi de limiter ses charges derrière, parce que l'ingénieur va passer 20, 30, 40, 60% de son temps dans son entreprise, ça dépend de la taille et du besoin. Donc, c'est aussi des frais variables, etc. Et c'est du gagnant-gagnant. Okay. Est-ce que c'est difficile d'embarquer les patrons des magasins? Non, il n'y a plus de débat sur ce sujet-là. Il n'y a vraiment plus de débat. Et la force de ça aussi, ce qui a été, c'est que les patrons de magasins, au début, ils ne connaissaient pas leur consommation énergétique. Donc, la première chose, ça a été aussi de leur envoyer leur facture EDF, etc. Parce que vu qu'on est un groupe, c'est, comme je vous disais, 95% de succursales, donc tout était payé par centralisé par le siège, etc. Donc, le premier travail, ça a été, OK, on leur dit de diminuer, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils consomment. Donc, voilà, ça a été vraiment de leur transmettre leur consommation et après de travailler sur ces économies d'énergie. C'est pour ça qu'on a fait un petit challenge en interne qui était national, du coup, sur tous nos points de vente, qui était très positif. Et les directeurs de magasins ont économisé, c'était 18% sur la première année. Le challenge, c'était 13%. 13%, voilà. Et on leur avait mis une petite carotte au bout. Et ce qu'il y a, c'est que ça les a vraiment motivés. Et certains directeurs de magasins ont dit, du coup, on a même fait ça chez nous. On a vu que ça fonctionnait, on a vu qu'on pouvait faire des économies d'énergie. Donc, on a aussi modifié. Et ça, tu te dis, waouh, ça, c'est aussi acculturer, sensibiliser. Et il y a la porosité entre la maison et le travail. Donc, ça, c'est chouette. Et ça, c'était super chouette. Et maintenant, la question ne se pose plus. Hein. Ils économisent, ils éteignent les réserves. Après, vous avez aussi équipé les réserves. Oui, bien sûr. Après, on a joué sur les technologies. On a joué sur les technologies, mais les réserves sont plus allumées toute la journée, donc il n'y en avait pas besoin. Les portes sont fermées quand il y a la clim ou quand il y a le chauffage. Puis après, on est parti sur des sujets beaucoup plus innovants comme des chaufferies bois. On touche à tout. Parce qu'il y a aussi les entrepôts, il y a aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très riche et ça touche aussi personnellement les collaborateurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette adhésion aussi de tous. Super. Tout le monde adhère, hein. Il n'y a plus de sujet en tous les cas. Parfait. Merci beaucoup Isabelle et Luc pour vos retours super intéressants. Il y a Jocelyne du coup qui réagissait dans le fil de discussion en disant que c'est une super initiative pour les Air Awards 2021 que vous allez pouvoir présenter. Ah. Donc voilà. Et puis on va enchaîner rapidement avec les prochaines sessions qu'on voulait vous proposer, voir ce que vous en pensez, s'il y en a une que vous souhaitiez qu'on aborde en priorité et qu'on puisse du coup surfixer une date prochainement pour le prochain think tank. Donc, on avait plusieurs sujets. Donc, la citoyenneté au cœur du rapport employeur-employé. Donc là, c'était faire intervenir la jeune chambre économique française pour qu'ils puissent nous parler un petit peu de la charte recruteur responsable, voir un peu ce qu'ils proposent. On avait aussi du coup le stage de découverte de troisième et comment intéresser les élèves au métier du commerce dès ce moment-là pour aussi les orienter et les intéresser à ce que vous faites au quotidien. L'intermédiation territoriale au cœur de l'activité, donc là c'était plutôt voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le territoire et les acteurs du territoire comme Pôle emploi ou Action Logement pour favoriser du coup le recrutement aussi de personnes. Je crois que Eric, tu me disais qu'avec Action Logement et Pôle emploi, ils ont fait Il y a un vrai sujet autour de la mobilité en ce moment. C'est ça. Des personnes en fait. Et en fait, Pôle emploi et Action Logement ont créé un programme qui s'appelle Mobiville, qui joue sur l'attractivité géographique des territoires pour recruter. Et je trouvais ça intéressant de les faire témoigner parce que c'est un programme qui est tout neuf et qui porte sur des nouveaux enjeux, qui est vraiment le nomadisme. Et le nomadisme aujourd'hui est un des critères qui est important pour les jeunes générations de pouvoir s'installer dans une ville ou dans un territoire qui leur plaît
et qu'il leur apporte avant tout le goût de se développer personnellement et de trouver un travail sur place. Voilà. Les deux derniers sujets, du coup, c'était la communication de la marque employeur. C'est maintenant que vous avez mis en place toutes ces actions justement pour favoriser, pour renforcer votre marque employeur, que ce soit autour des sujets de la RSE, autour de l'entrepreneuriat, de plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place, de voir du coup comment est-ce que vous pouvez faire savoir ce que vous faites pour attirer du coup de nouvelles personnes. Et le dernier sujet, c'était quelles sont les solutions que vous pouvez proposer, vous, en interne, pour favoriser l'évolution de vos collaborateurs ou même les faire changer de métier de façon régulière dans le groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet, du coup, qui vous intéresse plus particulièrement? Bon, ils ont l'air à peu près tous intéressants. Ouais. L'intermédiation territoriale, je pense que c'est quelque chose… c'est dans le courant actuel, ça pourrait être intéressant à développer et à travailler. Et le stage découverte de 3e. Oui, aussi, ouais. C'est important, ouais. OK. On pourrait… moi, je serais plus sur l'intermédiation aussi. OK, bon, on va peut-être commencer par celui-là, du coup. Et puis, le stage de 3e ensuite, dans cet ordre-là, puis on verra les autres après. Ouais. OK. Si du coup, on se refixe un point début novembre. Oui, très bien, début novembre, ouais. Pareil, du coup, sur un jeudi, entre 8h et 9h. Ouais, c'est parfait. Début novembre, un jeudi. Oui, à la rigueur, oui. Mais la première semaine. Première semaine de novembre? Ouais. OK. Ça convient aussi aux autres? Oui, c'est bon. Oui, ouais, moi, c'est bon aussi. Super. Eh bien, écoutez, on part là-dessus. Et puis on vous renvoie du coup les invitations pour noter tout ça dans vos agendas. Très bien. Et on vous remercie beaucoup. Encore une fois, Isabelle, Luc, merci de votre participation. Merci à vous. Oui, merci, c'était super. Merci à vous pour votre intervention. Très inspirant. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au plaisir. Bonne journée. Et bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.